Bon, ce soir, on se retrouve pour l'avant-dernier live, je pense qu'il y en aura encore un. Attendez, je dise pas de bêtises. Ouais, il y en aura encore un le 28. Donc, c'est l'avant-dernier. On reprendra des histoires crépies, etc. À partir du mois de janvier. Euh, J'ai pris plusieurs histoires, elles sont toutes un peu différentes. Il y en a qui sont connues, il y en a qui ne sont pas connues. La première que je vous ai prise, c'est sur le chat de Noël. Ah oui, il y a 5 minutes, c'est pratique, ça j'avoue. Dans un vieil immeuble d'une vieille ville ordinaire vivait Madame Jeanne, une femme de 84 ans, au dos voûté, au regard las et à la silhouette fragile comme une feuille d'automne craquelée. Elle était de celles qu'on salue par habitude, mais dont on ignore l'histoire. Chaque matin, elle sortait acheter sa moitié de baguette de pain, quelques fruits et une boîte à conserve. Puis elle rentrait chez elle seule et attendait la fin de la journée. Les horloges de son appartement semblaient battre plus lentement que partout ailleurs, comme des cœurs fatigués. Les jours se suivaient, monotones, silencieux, sans saveur. Madame Jeanne attendait la mort, simplement la mort. Un matin de décembre, alors qu'elle peinait à visser une nouvelle ampoule au plafond, Madame Jeanne sentit ses mains trembler. Elle décida d'aller frapper à la porte de ses voisins du dessous. Une famille discrète, sans histoire. Elle frappa, mais pas de réponse. Coucou Stella. Elle frappa plus fort, toujours rien. Juste un miaulement, faible, à peine audible. Elle approcha l'oreille de la porte et plissa les yeux. Oui, c'était bien un miaulement. Inquiète, elle appela le voisin du palier. Monsieur André, un vieux célibataire, ancien légionnaire, bourru mais serviable. Ensemble, ils frappèrent à nouveau à la porte. Pas de réponse. Mais ce miaulement, il était bien là. André, avec son fort accent du pays de l'Est, posa ses mains sur ses hanches et hocha la tête. Ce n'est pas normal, ça, murmura-t-il. Vous croyez qu'ils sont partis demanda Madame Jeanne. Ah, ça oui, il y a un mois qu'on ne les a pas vus, répondit-il en grattant sa barbe. Les parents ont divorcé, je crois, mais je pensais que quelqu'un passait pour ce pauvre animal. Madame Jeanne sentit une bouffée d'angoisse lui nouer le ventre. On va le laisser crever là-dedans, André, dit-elle d'un ton sec et résolu. Le vieil homme acquiesça. En tant qu'ancien légionnaire, il avait à cœur d'aller jusqu'au bout des choses. Ils contactèrent le syndic, mais la réponse fut glaciale. Oui, la famille est partie depuis un mois, mais ils n'ont pas dit où. Les charges continuèrent à être prélevées par virement automatique, dont rien à reprocher à ces gens. Et puis, c'est une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'y entrer. On leur conseilla d'attendre que le propriétaire réapparaisse, que le chat avait sûrement ce qu'il lui fallait et que sinon quelqu'un passait certainement. Ils ne devaient donc pas s'inquiéter comme ça. Les jours s'écoulaient, les propriétaires restaient introuvables. Personne dans le quartier ne savait où cette famille était partie. Un chat, ça peut attendre, avait même osé dire un membre du syndic. Mais Madame Jeanne ne l'entendait pas de cette oreille. Attendre, c'est la mort pour lui. Coucou Carpaccio. 3 jours après la découverte du chat et après n'avoir constaté aucune visite, les voisins se rassemblèrent. Il y avait monsieur André, bien sûr, mais il y avait aussi Clara, une jeune mère célibataire du 3e étage, Smia, Jayla, les 2 sœurs étudiantes infirmières. Ensemble, ils mirent au point un plan. André, bricoleur de longue date, sortit un tournevis et une lime longue et se mit à gratter le bas de la porte. Si on arrive à creuser un espace, on pourra lui glisser de la nourriture, dit-il en respirant sous l'effort. Les voisins regardèrent les bras croisés. Certains filmaient avec leur téléphone.
La Sainte devint une sorte de rituel quotidien. Clara apporta des croquettes pour le chat, Smila et Jalila du thon en boîte, et une grosse seringue avec un embout et un tuyau. Quand l'ouverture sous la porte fut suffisamment large, ils glissèrent les croquettes une à une, puis le thon. La nourriture disparaissait presque instantanément. Le chat mangeait. Avec la seringue, Smila injecta de l'eau pour former une flaque de l'autre côté de la porte. On entendit la paix avec avidité. « Il est vivant !» s'exclama madame Jeanne, les mains sur la poitrine. Chaque jour, ils recommencèrent. Chaque jour, le chat les attendait derrière la porte. Leur cœur se serrait à chaque miaulement. Ce petit cri d'âme leur rappela que dans la solitude, même un chat peut être le miroir de ses propres vies. 15 jours s'écoulèrent, mais bientôt quelque chose changea. Une odeur nauséabonde s'échappa du bas de la porte, une odeur de décomposition. « C'est le chat, il est en train de mourir !» s'exclama la voix brisée par l'émotion. Elle se rendit au commissariat en compagnie de Samia. Le policier d'accueil, d'abord indifférent, leva les yeux vers elle. « C'est qu'un chat, mesdames, dit-il. »« C'est une vie, répliqua madame Jeanne, le regard dur. Et c'est nous qui portons cette odeur sur la conscience si vous ne faites rien. Nous voulons déposer plainte pour abandon, négligence et maltraitance passive. Nous en avons le droit, monsieur. Ce serait un humain, cette porte serait déjà ouverte. Les animaux ont des droits, monsieur, et nous comptons bien les faire respecter. » Le policier grommela devant son insistance et consulta son supérieur. Mais la loi était stricte. Sans autorisation judiciaire, il ne pouvait pas forcer la porte. Malgré la plainte, c'était une propriété privée. On ne peut rien faire pour le moment, il faut attendre la décision juridique. Les mots résonnaient comme une condamnation. Pendant 3 jours, l'odeur s'amplifia. Le miaulement devint plus faible. Madame Jeanne pleura. Elle passa ses nuits à écrire des lettres aux autorités, aux syndics, aux maires. Elle frappait à toutes les portes. Elle priait avec passion et abandon total à Notre-Dame. Samia et Jamila, bien que musulmanes, priaient avec elle très souvent le soir après avoir bu ensemble une tasse de thé consolateur. Elle demandait à Dieu de maintenir le chat en vie le temps que les solutions arrivent. Puis une nuit, la veille de Noël, le miracle arriva. 2 policiers en uniforme vinrent frapper à la porte. C'était le même policier du commissariat. Cette fois, il n'était pas seul. « On n'a pas pu obtenir d'autorisation judiciaire, madame, mais on ne va pas attendre. Mon fils de 12 ans a été un bon avocat pour ce chat, croyez-moi. Je lui ai fait la promesse, alors on va ouvrir cette porte. » Les larmes roulèrent sur les joues de madame Jeanne. Elle serra la main du policier de toute la force fragile de ses 84 printemps. Le serrurier fut appelé. Les voisins se rassemblèrent dans le couloir. Alors la porte céda. L'odeur les frappa au visage comme une claque. Madame Jeanne mit sa main à la bouche. « Où est-il ? Où est-il » Ils le vinrent, recroquevillé dans un coin sombre du salon, rempli d'excréments. Le chat maigre à faire pleurer laissait à peine apparaître ses côtes. Son pelage, qui devait autrefois être soyeux, était terne et collé. Partout autour de lui, des restes de cuir, on découvrit... partout autour de lui, des restes de cuir... On découvrit qu'il avait mâchonné une vieille ceinture en cuir pour tenter de se nourrir. Ses yeux étaient ternes, mais il vivait. « Mon Dieu, il a survécu » murmura Clara en éclatant en sanglots. De leur côté, Samia et Jaela pleuraient aussi, touchées par le spectacle qui s'offrait à tous. « Comment peut-on en arriver là ? Maudit sans cœur que ces gens-là » s'exclama M. André. Madame Jeanne s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le parquet nu. « Viens, mon petit, on est là maintenant. Personne ne te laissera plus jamais seul. » Elle tendit la main, le chat hésita, puis avança lentement, la tête basse. Quand il toucha ses doigts, il se frotta doucement contre eux. Il n'y avait plus de force dans son corps.
Mais il avait encore l'instinct du réconfort. Dans un coin de la cuisine, malheureusement, un petit lapin n'avait pas eu la même chance. Couché dans sa cage, c'était son corps en décomposition qui émanait cette odeur pestilentielle qui avait envahi l'appartement. Les policiers en versèrent des larmes discrètes mêlées de colère et de tristesse. Je vais m'en occuper, murmura-t-il, l'âme brisée devant cette petite vie ôtée par la bêtise humaine. Les voisins amenèrent le chat chez le vétérinaire. Clara paya les frais avec l'aide de Samira et Jamila et des dons spontanés des voisins. Ils décidèrent de le laisser à Madame Jeanne. Il est à vous, Madame Jeanne, dit André, la main sur son épaule. À moi, vraiment? On s'en occupera de vous deux, c'est promis. Le soir de Noël, l'appartement de Madame Jeanne n'était plus vide. Autour de la table, les voisins... Attendez, je vais éternuer. Les voisins étaient là. C'est passé. Clara avait apporté des biscuits de Noël. Samira et Jamila avaient cuisiné une énorme tagine pour réchauffer les cœurs. André, fidèle à lui-même, avait fabriqué un petit arbre à chat avec du bois de récupération d'où pendait un drapeau de la Légion étrangère. Même le serrurier était là avec sa femme. Au centre de la pièce, sur son coussin moelleux, avec son nom brodé en lettres dorées, le chat dormait paisiblement. On l'avait appelé Noël pour ne jamais oublier ce moment. Les voisins qui autrefois n'étaient que des ombres dans le couloir riaient ensemble ce soir-là. Et Madame Jeanne, qui avait tant de fois attendu la fin du jour en silence, savait qu'elle n'attendrait plus seule. Elle caressa le chat d'une main tremblante, mais cette fois, ce n'était pas le tremblement de la fatigue, c'était l'émotion. « Merci de m'avoir trouvée, toi aussi, chuchota-t-elle au chat. Près du sapin, Madame Jeanne avait déposé la peluche du petit lapin qui ressemblait beaucoup à celui décédé dans sa cage, un petit être qu'elle ne voulait pas oublier. Elle lui avait accroché autour du cou une médaille de la Sainte Vierge et priait souvent pour le repos de sa petite âme, car toute vie est précieuse, murmura-t-elle. Et la neige tomba ce soir-là, recouvrant les toits de l'immeuble d'un manteau blanc. Mais dans l'appartement de Madame Jeanne, la chaleur ne manquait pas. Et si l'on tenait toujours l'oreille au miaulement du monde, peut-être que des cœurs isolés retrouveraient la chaleur d'un foyer. Cette histoire est de Lily Lafay. Lily, Lillie, et Lafay, L-A, espace F-A-Y. Exactement, je suis d'accord. Faut défoncer la porte et zou. Et oui. Et cette histoire a une... comment on appelle ça encore? Je cherche le mot encore. Oh, j'ai mon cerveau, il est pas connecté hein, pour l'instant. Oui, un écho, mais il faut en tirer une leçon, entre guillemets. Tout à fait d'accord. Il n'y a pas de meilleur compagnon qu'un animal, je suis d'accord. Ouais, une certaine résonance. Et justement, on en parlait en début de live, on parlait de solitude et de personnes isolées pour les fêtes de Noël. Une conclusion. Justement, peut-être que les gens devraient comprendre que on n'a pas la permission de laisser des personnes seules pour les fêtes, tout comme les animaux, c'est exactement pareil. Après, si vous imagez les personnes, c'est exactement la même chose. On tente d'isoler, et ça, c'est le problème hein, depuis 2020. On a tenté d'isoler énormément le monde avec tout ce que l'on a imposé, et l'être humain s'est habitué à vivre comme cela. Oui, mais beaucoup plus depuis. Je trouve que c'est beaucoup plus depuis. C'est de pire en pire.
C'est de pire en pire depuis cette année-là. C'est ça, Véro. C'est ça. Et, euh, et si vous saviez, parfois, vous pouvez combler cette solitude avec juste un petit animal. Si vous vous sentez seul, il vous apporte tellement d'amour. Ah non, non, je ne parle pas à Internet, hein. Je ne parle pas d'Internet. Je ne dis pas qu'Internet a servi à bon escient. Moi, je dis que tout ce qui s'est passé avec les confinements, les interdictions de se réunir, etc., ça, ça a amplifié les choses. Tout a servi à isoler, c'est exactement ça. Et certaines personnes se sont résolues à être seules tout le temps. Alors, la solitude, hein, je ne vous dis pas que c'est pas bon, la solitude. Il faut parfois être seul pour se recentrer, pour revenir à soi, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Mais être complètement isolé tout le temps, ce n'est pas une solution. On a besoin quand même d'avoir du contact. Ça me fait au Japon avec les personnes qui ne sortent plus de chez elles. Oui, mais c'est exactement la même chose, hein. Euh, on n'a plus envie de sortir parce que déjà, les personnes qui sont un peu qui ressentent plus facilement les énergies, etc. Déjà, quand on sort, on les ressent encore plus et c'est extrêmement désagréable. Donc déjà ça, on n'a pas envie de sortir. Mais aussi le fait de croiser tout le temps des gens qui sont mal lunés, désagréables, etc., ça donne pas envie. C'est partout dans le monde, ça. C'est ce que je vis actuellement. Oui, sauf que toi, tu vas travailler, Stella. Tu vas travailler, donc du coup, sauf si tu parles de ton travail, mais quand tu vas travailler, tu croises des gens. euh, alors, c'est pas nécessairement toujours agréable hein, de croiser des gens, hein, parce que je vois bien que Nancy, à la boutique, elle peut croiser des gens qui sont extrêmement gentils, mais elle peut tomber aussi sur des gens qui sont extrêmement virulents et désagréables. Et, euh, Et puis voilà. Mais oui, l'agressivité, l'énervement, etc. Oui, mais je change de travail, je n'aurai pas de collègues avec moi. Oui, mais tu vas croiser de la clientèle. En plus, c'est à la boulangerie. Donc tu vas avoir en même temps un logement. Donc, quelque part, c'est bien. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je n'y vais plus, Véro, hein. Je n'y vais quasiment plus dans les grands magasins. Pourquoi? Parce que sauf à Aldi tout près de chez moi, enfin à Dour, les caissiers et caissières, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours aimables. Et ça fait plaisir. Donc en fait, ça donne envie d'y aller. Euh, mais dans certains magasins, au Carrefour, tout près de chez moi, c'est pareil. Que ce soit Katia ou Karine ou quoi, ils ont toujours le sourire. Donc du coup, c'est agréable d'y aller. En plus, on les connaît depuis tout le temps, donc c'est cool. Mais, euh, mais dans certains magasins, les caissières, elles vous font la tête. C'est limite si elles ont envie de vous dire bonjour. Tu n'as pas encore signé. Tu dois attendre pour signer ou c'est toi qui as demandé pour attendre? Voilà, ça dépend des endroits. Après, nous, on connaît les endroits, hein. Donc du coup, voilà. Non, tu attends. Tu attends quoi? Tu disais hier que c'était une opportunité. Fais attention qu'elle te passe pas sous le nez, hein. Parce que voilà, avoir un boulot et un appartement de surcroît,
Je pense pas que ça se renouvellera souvent, hein. Ah, tu attends les documents, ok. Au magasin près de chez moi, le caissier était déguisé en sapin. Mais oui, ça dépend d'où on va, mais voilà. Le pauvre. Ça me fait penser à la star avec ce déguisement. Non, c'était son choix. Il l'a fait pour égayer un peu ce qui se passe maintenant. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Avec la guirlande à pile et tout. C'est cool, hein. Ça donne... vous savez, avant, je me rappelle que dans toutes les rues, il y avait des sapins, etc. Des lumières et tout. C'est boule. Ah, Jérôme. Et maintenant, il n'y a plus rien. Ils mettent quelques lumières attachées d'une maison à l'autre. Je pense qu'ils ont mis un sapin dans le centre ici, près de la commune, donc pour vous la mairie. Et sinon, et oui, c'est ça qui est agréable. C'est comme moi quand je vais au Carrefour et que, comment c'est les caissières que je connais, elles ont toujours un mot sympa, elles ont toujours le sourire. C'est agréable. Après, il y en a des autres, ils n'ont pas nécessairement en commun. C'est ça, Véro. Bah, le coût de l'électricité joue aussi, pour pas oublier que les illuminations sont aussi payées par les commerçants. Oui, sauf que ici, Caro, ils ont installé pour justement toute l'entité ici, je ne sais pas combien de panneaux solaires. Ils ont retiré un terri complet. Donc imagine-toi, c'est quoi un terri pour mettre des panneaux solaires. Il ne faut pas me dire qu'ils n'ont pas assez. Après, les sapins, ils peuvent les mettre sans mettre des lumières dessus. Ils mettaient des sapins avec des petits cadeaux, des trucs comme ça. C'était joli dans les rues. Maintenant, ils ne le font plus. Pourquoi? Parce que les sapins, ça coûte cher. Ben, ils peuvent mettre des petits sapins artificiels ou des trucs. Enfin, je sais pas. Oui, ou avec des rubans. Ils mettaient des petits cadeaux. Je me rappelle des petits cadeaux en papier. Ah, ici aussi, au Aldiadour, ils sont sympas, mais à Boussu, pas du tout. Donc, c'est pour vous dire, d'un coin à l'autre, pourtant, c'est la même région, hein. Les panneaux solaires, c'est pour le complexe d'usine à côté. Ah oui, le grand complexe sur le côté. Du coup, ça dessert rien du tout d'autre. Ah bah punaise, ils en ont mis, hein, des panneaux. Oui, mais ça, c'est leur problème. Moi, j'estime que on est dans nos pays, et puis voilà. Voilà, les sapins, plus de budget pour ça à la commune. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il n'y a plus les budgets. Avant, il y avait des budgets, maintenant, il n'y a plus. Et du coup, c'est triste. Oui, les guirlandes à LED, bah, c'est pour ça qu'ici, j'allume souvent les LED, hein, parce que ça amène de la chaleur et ça consomme pas. Dans notre chambre, c'est pareil. Il y a des LED aussi. Ça consomme quasiment rien. Hmm. Ça va pas aller s'arrange, ça c'est clair. Aussi, il y en a des solaires. Si nous on en trouve, ben je pense que tout le monde pourra en trouver, mais bon, c'est le problème. Ah ben c'est cool, écoute, qui t'a envoyé un message. Alors, on va passer à l'histoire suivante. Oui, nous on le sait qu'on en trouve partout, mais peut-être que comment les eux ils les utilisent pas parce que peut-être j'en sais rien moi pourquoi les communes et tout ça n'utilisent pas.
Il n'a pas l'air vraiment... Il n'a pas l'air vraiment... Il a l'air vraiment de ne pas aller bien à l'entendre. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais excuse-moi, j'ai confondu bleu et bleu. C'est parce que toi et Nico, vous êtes tous les deux en bleu. Et en fait, tantôt, Jérôme, il parlait justement, donc Nico, il parlait justement de son frère. Donc, j'avais pas percuté. Et c'est seulement maintenant que je vois. Après, c'est une mauvaise période, Carpaccio. C'est une mauvaise période pour tout le monde. Et il y a plein de gens qui sont pas bien. Il y a plein de gens qui dépriment et tout. Et j'estime qu'on doit être là pour leur remonter le moral. Et c'est pour ça que hier, je demandais si vous vouliez que je fasse le live mercredi. Mais comme vous étiez plus nombreux à être là, plutôt que de ne pas être là, ben, je vais le faire. Je viens d'avoir 30 ans. Il y a 6 mois, quoi. Coucou Chucky, comment vas-tu? Eh bien, bon anniversaire à toi en retard. Alors, on passe à l'histoire suivante. Non, pas lui, moi. Oui, toi, tu... Ah, lui, il vient d'avoir 30 ans. Ok, d'accord. Hmm, ça va, merci bien. Alors, l'histoire suivante, c'est le loup qui voulait manger le Père Noël. Ouais, Lily aussi, elle est décalée. Hein. Bah, vous le savez. Hein. Ce soir-là, le Père Noël était de mauvaise humeur parce qu'il avait mal au ventre, comme il était gourmand. Il avait repris 3 fois des frites à la crème chantilly et à la mayonnaise. J'espère pour lui que ça va aller, Carpaccio. Tu lui enverras plein de positivité pour nous. Il nous faudrait un Discord anniversaire, non? Oui, c'est une bonne idée. Il faudra que je le fasse. C'était un peu exagéré, même pour l'estomac du Père Noël. En soufflant, il se rendait à sa caverne où l'attendait son traîneau, ses rennes et sa hotte plein de jouets. Avoir mal au ventre le soir de Noël, ça l'énervait. De colère, il donnait des coups de pied dans les arbres et disait de gros mots. Caro. Soudain, à travers la glace qui entourait ses yeux, il vit une forme rouge qui se dirigeait vers lui. Chic, se dit-il, c'est le petit chaperon rouge. Et il se prépara à se jeter sur lui pour... Attendez. Ah, je me trompe, j'ai loupé un chapitre complet, j'ai descendu trop vite. Enfin, ma roulette a descendu trop vite. C'est de la lecture de Noël ce soir, pendant les fêtes de Noël. Attendez, je reprends. Donc, on était au Père Noël énervé. Un peu plus loin, dans la forêt, était caché le loup. Il avait une faim de loup depuis l'aube. Il guettait immobile derrière un arbre, ses pattes dans la neige, les fesses dans les courants d'air, la queue battue par le vent. Ce pauvre loup grelottait de froid. Il avait un gros glaçon au bout du nez, les oreilles bleues, les genoux tremblants, les doigts raides et les orteils glacés. Le froid le faisait pleurer, et les larmes qui coulaient de ses yeux gelaient immédiatement. Le loup avait tellement faim que de temps en temps, il mangeait une boule de neige, ce qui ne le réchauffait pas beaucoup. Et oui, comme quoi tu vois, le Père Noël aussi dit des gros mots. Soudain, à travers la glace qui entourait ses yeux, il vit une forme rouge qui se dirigeait vers lui. Chic, se dit-il, c'est le petit chaperon rouge, et il se prépara à se jeter sur lui pour le manger. Oubliant le froid, le loup s'aplatit dans la neige, et quand le Père Noël passa à côté de son arbre, il bondit sur lui en poussant un hurlement terrible. Grave erreur. Le Père Noël, comme chacun sait, est un espèce de géant très fort, indestructible, immortel et totalement immangeable. Il saisit l'oreille du loup et commença à la secouer en le grondant. « Non, mais dis donc,
Qu'est-ce que c'est que ces manières, hein? Ça veut dire quoi de sauter comme ça sur les gens? En voilà des façons. Et le Père Noël tira l'oreille vraiment fort. Comme elle était toute jolie, le loup avait peur qu'elle ne casse. Non mais qu'elle m'a l'appris. Alors j'attends tes explications. Le loup, qui ne savait pas quoi dire, bafouilla en pleurnichant. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein? Quoi? Il se moque de moi, ma parole. Mais je vais me mettre en colère, mon ami, si tu continues. Non seulement tu te jettes sur moi en hurlant, mais en plus tu oses me dire que tu ne l'as pas fait exprès. Quel toupet! Tu as intérêt à t'expliquer si tu ne veux pas que je me fâche pour de bon. Le loup se disait que s'il avouait au Père Noël qu'il l'avait pris pour le petit chaperon rouge, ce serait pire. Imaginez guetter une petite fille dans la forêt pour la manger. Alors, ne sachant pas quoi dire, et comme pour sauver son oreille, il devait dire quelque chose bêtement, le loup expliqua au Père Noël qu'il l'avait pris pour un cochon. Oh là là, traiter le Père Noël de cochon à un soir de Noël, où il est de mauvaise humeur. Le Père Noël empoigna le loup, le cala sous son bras et lui donna une fessée si forte que les vibrations des claques sur le derrière du loup faisaient tomber la neige des arbres. Le loup criait, pleurait et se débattait en gigotant, mais je vous jure qu'il n'avait plus froid. Quand enfin cela s'arrêta, le loup pensait que le Père Noël allait le laisser tranquille. Mais pas du tout. Bonsoir Battleway Tui. Bienvenue à toi sur le live. Alors, comment ça? Tu as faim? Oui, un petit peu. Et si j'avais été un cochon, tu m'aurais mangé, hein? Ben non, enfin, juste pour goûter. C'est ça, juste pour goûter. Eh bien, pour ta punition, juste pour rire, tu vas faire un petit travail. Ah, oui, cette année, c'est toi qui vas faire ma tournée. Voilà, ça t'en prendra. Et c'est seulement quand tu auras distribué tous les jouets demain matin que tu pourras manger. Pas avant. Et gare à toi si tu oublies une seule cheminée. Sans demander au loup s'il était d'accord, vu qu'une punition n'était pas censée faire plaisir à celui qui la reçoit, le Père Noël emmena le loup à la caverne, le déguisa en Père Noël et hop, l'expédia dans le ciel avec le traîneau, les rennes, la hotte, les clochettes et tout ce qu'il faut pour faire une tournée de Noël. Le bon vieillard se frottait les mains en riant dans sa barbe. Il avait trouvé là un rude moyen de punir le loup et surtout de rester tranquillement au chaud chez lui. Ces petits exercices avaient même fait passer son mal de ventre. Tout allait bien pour lui. Mais pour le loup, tout allait mal. Il avait de plus en plus faim et mourait d'envie de manger les rennes du Père Noël. Cependant, il se gardait bien de le faire, de peur que le redoutable maître ne le transforme en confetti serpentin, boule puante ou autre bêtise qui amuse les enfants. Du coup, les rennes ne se privaient pas de se moquer du loup. Caro. Alors commença la nuit la plus terrible que l'on puisse imaginer pour un grand méchant loup. Mettez-vous à la place du grand méchant loup, déjà se retrouver comme ça dans le ciel en train de faire la tournée du Père Noël. Ça surprend, mais en plus est obligé de faire des choses gentilles, généreuses, alors que sa spécialité c'est de faire peur aux enfants et de les dévorer. Avouez qu'il y a de quoi être complètement tourneboulé. Le mal de ventre à bon dos. Attendez, parce que je dois descendre. Et dans chaque lettre, les enfants envoyaient des baisers, des cajoleries, des mamours, des gentillesses, des promesses, de quoi remplir les hottes de tous les faux Père Noël du monde que l'on voit dans les rues et dans les magasins. Le loup en était tout bredouillant. Il découvrait que les enfants n'étaient pas seulement bons à manger, mais qu'à l'occasion, ils pouvaient être rusés, malins et aussi déterminés que des petits loups, sauf peut-être pour certains.
Bon, attendez, parce que je dois zoomer un peu. Cette année, je ne veux pas de cadeau pour moi, mais je voudrais te demander quelque chose pour mon grand-père. Il avait une jolie chèvre qui s'appelait Blanchette, et un jour, elle s'est sauvée et le loup l'a mangée. Depuis, mon grand-père passe ses journées dans un vieux fauteuil à regarder la montagne sans rien dire. Et si tu pouvais lui donner une autre petite chèvre, je suis sûre qu'il guérirait de sa tristesse. Merci, Père Noël. Jean-Luc Seguin. C'était une lettre d'un des enfants. Un verre d'eau gazeuse. Alors le loup, retenant ses larmes, glissa une jolie petite chèvre blanche dans la cheminée, en faisant bien attention de ne pas la salir avec la suie. Les reines, qui avaient vu l'émotion du loup, ne se moquèrent pas de lui, mais le souvenir de Blanchette n'avait pas calmé la faim du loup. La nuit avait avancé. Plus le loup distribuait de jouets, de friandises, plus il avait faim. Il se retenait de manger les chocolats et les bonbons en papillotes qu'il mettait dans les chaussures des enfants. Pour ne rien arranger, les reines s'étaient remis à se moquer de lui en voyant sa langue pendante, son air misérable et en entendant son ventre gargouiller. Mais pour l'heure, les reines et lui ne voyaient que des cheminées défiler dans le froid de la nuit de Noël. Enfin, l'aube arriva. Le loup venait juste de terminer sa journée. Vite, il rentra à la caverne. En arrivant, il était tellement fatigué qu'il s'écroula dans un coin et s'endormit aussitôt. Le Père Noël, qui le regardait d'un œil attendri, se demanda quand même s'il n'avait pas un peu exagéré avec sa punition. Le loup se mit à ronfler et à rêver de hottes remplies de saucissons, de jambon, de Père Noël en chocolat, de rennes à la broche et de maisons en pain d'épices. Quand il se réveilla, t'es gentil, c'est normal. Quand il se réveilla, à sa grande surprise, il vit un très grand repas qui l'attendait sur une belle table dressée d'un bon feu de cheminée. Cadeau de Noël du Père Noël. Cette année-là, pour la première fois, le loup et le Père Noël, ensemble, sous l'œil étonné des reines, qui décidément ne comprenaient plus rien à cette histoire. Coucou David. Et voilà, c'est la fin de l'histoire du loup et du Père Noël. La chevrette va rôtir. Comment vas-tu, David? Bon, j'ai raté toute l'histoire. Tu étais occupé avec des clients. Comme un samedi et toi? Oui, je vais en dire une autre, bien sûr, Carpaccio. Comme un samedi aussi. Oui, client, frère. Attendez, je regarde. Attendez, j'arrive, je vais sortir Jim, parce qu'il veut sortir. Me revoilà. Alors, le conte suivant. Il était une fois,
Dans un petit village polynésien, des enfants qui n'avaient jamais vu la neige. Ils ne savaient pas ce que c'était parce que, dans leur pays en décembre, il fait trop chaud pour que la neige tombe. Et si jamais elle était tombée, elle aurait de toute façon fondu de suite. Mais dans ce village, attendez, j'ai perdu ma souris, depuis de longs mois, les adultes avaient préparé une surprise pour les enfants. En cette veille de Noël, ils les avaient tous rassemblés sur la place, face à la mer, autour d'un buffet croulant sous les fruits, les fleurs et les friandises. Anaé, qui ne voulait pas être la dernière du village à découvrir ce que les adultes avaient préparé pour eux, houspillait son grand-père. « Vite, Papoun, on va tout rater. » Papoun avait souri, mais il n'en était pas plus pressé que ça. Il connaissait le grand secret et il en riait d'avance de plaisir. Ses yeux noirs pétillaient de malice, bordés de cocotiers et de flamboyantes fleurs. La place fut vite remplie par tous les enfants du village. Un gros conteneur orné d'un ruban de soie jaune attirait la curiosité des gamins qui s'agglutinèrent autour. Le conteneur avait été déposé là durant la nuit, pendant que les enfants dormaient. Le chef du village, l'instituteur de la petite école et monsieur le curé attendaient sur une estrade que tout le monde fût en place. Après un chahut bien compréhensible, tant les enfants étaient pressés de découvrir leurs cadeaux, le grand chef du village leva le bras pour faire silence et il mit un porte-voix à sa bouche pour que tout le monde l'entende. Des chutes fusèrent de toutes parts. On entendait soudain plus que les bruits des vagues à cause de la plage toute proche. Voici le moment pour vous de découvrir le secret qui plane depuis plusieurs mois sur le village. Vous allez être surpris et j'espère heureux de ce cadeau. Il brandit alors un ciseau, descendit de l'estrade et s'avança vers le conteneur. Il coupa le ruban jaune qui s'affaissa à terre. Maintenant, vous pouvez ouvrir les portes. Des hommes tirèrent lentement sur les 2 battants du conteneur réfrigéré. Aussitôt, les enfants se pressèrent pour en apercevoir le contenu. « Oh !» s'exclamaient les petits avec émotion. Ce qu'ils apercevaient les laissait sans voix. Sous les yeux ébahis, une couche de neige d'une bonne 50aine de centimètres recouvrait le sol du conteneur et formait même un monticule au milieu. Et juchés sur le sommet du monticule, les enfants découvrirent un petit bonhomme de neige qui les regardait d'un air étonné. Les gamins n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais vu de neige de leur vie et encore moins un bonhomme de neige. Le grand chef intervint à nouveau avec son porte-voix. « Eh oui, les enfants, c'est bien de la neige que vous voyez. Ce bonhomme de neige a été confectionné spécialement pour vous par des enfants de l'autre côté du monde. » La première surprise passée, les rires de plaisir jaillirent, des applaudissements de joie claquèrent et la confusion revint. Anaé, qui se tenait au premier rang, écarquilla les yeux et regardant son grand-père en souriant, comme tous les autres, elle était ravie. « Vous pouvez toucher et jouer avec la neige, elle est pour vous », clama l'instituteur. Les enfants bondirent vers le conteneur afin d'être les premiers à toucher cette substance si étrange. Anaé empoigna de la neige, mais elle la rejeta aussitôt avec un cri. « Oh, elle est froide !» Grand-père se mit à rire de sa surprise. « Elle colle dans nos mains !» s'exclama un petit garçon sautant de joie. « On dirait de l'eau !» s'étonna encore une autre petite fille désappointée en s'apercevant que la neige fondait sur sa peau. Bientôt des bulles de neige volèrent de partout. Anaé en reçut une sur le bout du nez et tomba à la renverse sur ses fesses. C'était son copain, Caddy, qui le lui avait envoyé. Elle se releva aussitôt et confectionna une boule qu'elle lui lança au-dessus de la tête en poussant un cri de joie.
On aurait pu penser que des enfants n'ayant jamais vu la neige ne sauraient pas jouer, mais rien n'est plus faux. Il suffit qu'il est à leur disposition pour trouver aussitôt les mêmes jeux. Ouais, sauf que c'est pas un fil. Personne ne voulut toucher au bonhomme de neige. À la tombée de la nuit, les enfants s'assirent sur le sol face au conteneur et attendirent patiemment que le petit bonhomme de neige disparaisse entièrement. Et ils se rappelèrent longtemps de cette nuit un peu magique où l'hiver vint jusqu'à eux. Ils engrangèrent des souvenirs inoubliables qui enchantent encore les discussions autour du feu et au fond des cases. Ce conte est un conte de Nicole qui vit en Nouvelle-Calédonie et qui a écrit ce conte. Il y en a des autres. Hein. Il y a toutes sortes de contes de Noël qui ont été écrits par des personnes lambda et qui ne sont pas connues. Je viens enfin de mettre mes décos aujourd'hui. J'étais pas pressée. Ouais, moi, j'ai mis aucune déco. J'ai mis aucune déco. Quand je serai plus ici, je mettrai sûrement une bûche de Noël en rapport à Yule, mais c'est presque un conte universel maintenant. Il tombe presque plus de neige, même ici. C'est vrai. Ça miaule bien et toi, gros chat. Moi aussi. Je n'ai rien prévu à part un bon repas, une série, et voilà mon programme. Nous aussi, hein, ce sera bien manger et télévision aussi. On va mater des films de Noël, voilà. J'imagine très bien leur tête en découvrant la neige. Un collègue en avait jamais vu, c'était super beau à voir. Sa réaction quand il a neigé. Oui, tout à fait. Après, nous, c'est parce qu'on l'a vu quand on était enfant. Mais regardez maintenant, il y a tellement peu de neige, comme le disait Carpaccio. L'année passée, quand il a neigé, tout le monde était émerveillé de la neige qui était en train de tomber. Pour nous, à notre époque, c'était normal. Au jour d'aujourd'hui, quand il neige, les gens, ils sont stupéfaits. Oh, il neige. J'adore la neige. Alors, moi, j'aime bien la neige. J'ai juste qu'un truc que je trouve dommage, c'est que quand elles font dans les jardins et tout, c'est magnifique. Hein. Mais quand elles font en rue, en ville, etc., ça devient vite de la gadoue. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, quand j'allais dans les Alpes et tout, et qu'il faisait tout blanc, je trouvais ça magnifique. Hein. La pluie. J'aime pas trop la pluie, moi. Hein. Après, on en a tellement par ici. C'est ça. Ça gadouce, c'est ça. Oui, on avait. Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, j'allais jouer dans le jardin en plein hiver et il faisait tout blanc. Hein. Il disait qu'il pleuvait blanc. Il a appelé sa maman restée aux Comores et lui a fait un visio. C'était ouf. Ah ouais, ça j'avoue. Dans ces pays-là, ils ne connaissent pas. Moi, j'aimerais qu'il neige. J'aime beaucoup la neige. J'aime regarder la neige tomber et j'aime ça. Je trouve ça joli. Après, c'est vrai que c'est dangereux dans certains coins. Et si ça, quand ça gèle, ça fait une patinoire et c'est dangereux. Mais après, c'est très joli. L'émerveillement de la découverte, c'est ça. C'est comme nous qui sommes habitués à aller, qui étions habitués à avoir de la neige, quand on allait dans un endroit où il faisait soleil, avec une jolie plage
de sable et tout ça, eh bien, on était aussi émerveillés. J'aime la neige sauf en été. J'ai mis un compte court dans Blabla. Un compte court. Ah ben, je vais vous le lire. Hein. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes enneigées, un vieux menuisier nommé Pierre. Pierre n'était pas riche, mais il avait un cœur en or et passait ses journées à fabriquer des jouets pour les enfants du village. À Noël, alors que la neige tombait doucement et que les étoiles scintillaient dans le ciel, Pierre s'aperçut qu'il n'y avait plus de bois pour fabriquer les cadeaux promis aux enfants. Il se désespérait car il ne voulait pas décevoir les petits. Alors qu'il regardait par la fenêtre, il vit une lueur dorée à l'orée de la forêt. Curieux et plein d'espoir, il enfila son manteau et sortit. Arrivé près de la lumière, il découvrit un magnifique sapin brillant d'une lumière magique. À son pied, une petite fée aux ailes étincelantes l'attendait. Bonjour, bonjour Pierre, dit la fée, avec une voix douce comme la brise. Je vois que tu as besoin d'aide ce soir de Noël. Ce sapin magique est là pour toi. Utilise son bois et il te donnera plus de jouets que tu ne pourrais en rêver. Pierre, émerveillé, remercia la fée et avec un respect profond, commença à travailler le bois du sapin. À chaque coup de marteau, le bois se transformait en jouets merveilleux, des poupées qui souriaient, des trains qui roulaient tout seuls et des soldats de bois qui marchaient au pas. Le matin de Noël, le village s'éveilla sous un ciel bleu clair. Les enfants impatients accoururent chez Pierre et trouvèrent sa maison remplie de cadeaux. Les rires et les cris de joie résonnaient dans le petit village, et Pierre, le cœur serré, savait qu'il avait accompli un miracle de Noël. Chaque année depuis, le village se souvient de cette nuit magique et à Noël, on raconte encore l'histoire de Pierre et du sapin magique, rappelant à tous que la magie de Noël réside dans le partage et dans l'amour. Merci beaucoup pour ce joli conte, Jérôme. Et toi, tu vas streamer le jour de Noël, le 25 au soir, oui. Mephisto. Il est très beau. Il a été généré par une IA sur X. Ça ne m'étonne pas. Hein. Moi, j'ai déjà conté des histoires avec vous. Le premier livre que l'on a lu ensemble sur les histoires crépies avait été généré par une IA aussi. Et les histoires étaient assez cool. Hein. Après, l'IA, c'est pas mauvais pour tout. Hein. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Le problème, c'est que si les IA se mettent à écrire pour tout, ça va prendre la place des auteurs. Si elles dessinent pour les dessinateurs, ça va prendre la place de tous les grands dessinateurs et ceux qui savent peindre, dessiner, etc. C'est vraiment dommage que l'IA prenne le plan euh, sur l'être humain. Oui, j'ai vu ton image. Je trouve que euh, les écrits de la main de l'homme, ça reste quand même essentiel à notre évolution, nous, êtres humains. Si on ne s'en tient qu'à ce que l'IA ne nous écrit, après ça ce sont des contes, c'est encore différent, mais si tout deviendrait généré par des IA, ce serait vraiment pénible en fait. Déjà l'être humain, c'est déjà compliqué pour lui de faire certaines choses, alors si en plus les IA prennent leur place, vous imaginez, vous voulez écrire un livre, vous vous adressez à une IA, vous faites tout faire par l'IA et après vous publiez le livre. Où est la recherche et le partage
de tout ce que vous vouliez partager en tant qu'être humain. Vous n'aurez pas cette satisfaction. Le but est peut-être de nous rendre idiots. C'est exactement ça. Hier, David, je parlais des chakras de la Terre. Parce qu'on parle souvent des chakras humains. Et on parlait des chakras de la Terre. Eh bien, il y en a un qui est venu critiquer ce que je faisais parce que pour lui, j'avais pas fait, j'étais pas assez instruite. Mais justement, quand je m'en vais chercher des sujets comme ça et que je tombe dessus, mais je veux savoir plus. Et c'est pour ça que je creuse, pour partager avec vous ce que je suis en train de creuser. Si j'avais pas envie de, justement d'évoluer et de comprendre les choses, je ne le ferais pas. C'est ça, Caro. Ouais, il disait que je ramenais le monde dans les ténèbres. Ça, c'est la deuxième fois. À la préhistoire même. Je pense qu'il avait parlé même de ça. Si vous entendez ronfler, c'est Hardy qui ronfle. Alors, on va encore s'en lire une petite. C'est ça. Exactement. À Caillac-sur-Mazelle, en plein cœur du Limousin, vivaient les Ténibes, une famille sans attache ni racine particulière. Le papa est né dans une banlieue chic, la maman dans un quartier de Parisiens. Quant aux enfants, ils sont nés au hasard des étapes de leur tour de France familiale. Il y a d'abord Étiennette, l'aînée longue et souple, gazelle tout en jambes. Du haut de ses 10 ans, elle régente la fratrie d'une main, ou plutôt d'une voix ferme et tonitruante. Du matin au soir, dès qu'elle est éveillée, on peut l'entendre s'époumoner sur ses cadets, toujours prêt à faire les 400 coups en cadence et en harmonie. Ensuite arrive Sylvain, silencieux et discret, planant au-dessus des réalités du quotidien. Il avait les yeux grands ouverts sur le monde. Sylvain est toujours entouré d'un parfum de mystère qui le rend plein de charme et d'attrait auprès de sa cadette d'1 an, la malicieuse et ensorceleuse et séductrice. J'ai nommé Lola. Sa place centrale la rend pratiquement invulnérable, ni trop grande pour être responsable, ni trop petite pour ne posséder aucun privilège. L'apanage du nombre des années, bref, une place de choix qu'elle savoure et déguste avec plaisir et appétit. Après ces jolies châtaignes potelées, juste ce qu'il faut, les parents ont continué à jouer au petit poussé pour trouver le chemin de la famille nombreuse. Ainsi sont arrivées deux adorables bourrunettes, bouclinettes, aux yeux couleur de noisette et colorées comme 2 petits caramels restés un peu trop longtemps au four. Nos 2 fillettes, Pomme et Pam, partageant à elles 2 l'âge de leurs aînés. Elles sévissent à longueur de journée et découvrent chaque jour les sentiers tortueux des pires bêtises. Heureusement, elles le font dans la joie et la bonne humeur. Finalement, elles sont le sel de la famille, la juste dose de piment qui rend la vie si savoureuse et dépourvue d'ennui. Avec tout ce petit monde humain, vit la jante animale, joyeux le plus beau des corneaux fauves, et doux comme un agneau et gai comme un pinson. Chaque matin, il sort en ouvrant la fenêtre de la cuisine et va faire son petit tour de territoire. Aussi discrètement qu'il est sorti, il rentre de la même façon et tout frais de rosée vient se coucher sur les pantoufles de son maître vénéré, qui démarre ainsi sa journée les pieds frais. Le chien sur les talons, l'homme de la maison pénètre dans la cuisine glacée et prépare le petit déjeuner de toute la maisonnée.
Joyeux, c'est fait un tas de choses. Joyeux, c'est faire un tas de choses, comme regarder les dessins animés et aboyer dès qu'il voit sur l'écran un de ses congénères. Dès son, chan- dès son chanteur préféré, faire faire la pâte à crêpes avec sa maîtresse, mais de préférence quand elle a le dos tourné. Avec Joyeux vit Cortex, la chatte surdouée. Elle est toute grise, d'un beau gris souris, avec 2 yeux verts toujours pétillants. Elle n'a jamais eu de petit, mais semble le regretter, et pour compenser, elle installe régulièrement les peluches préférées des jumelles dans son panier. Elle leur fait une soigneuse et longue toilette et se colle à elle dès qu'elle a décidé de s'endormir. Puis, une fois réveillée, elle les ramène dans les lits des petites en les transportant comme des chatons. À la chatte et au chien s'ajoutent 2 poissons rouges, Astérix et Obélix. Pour contempler le portrait de famille, n'oublions pas papa et maman. Elle, depuis qu'elle a commencé son dur métier de maman, n'a cessé de poursuivre sa formation sur le tas, même si certains disent que ce n'est pas simple d'être mère au foyer. Elle organise, entretient, surveille, câline, réconforte, hurle, se plaint, se réjouit. En somme, elle essaye d'être à la hauteur des événements. Quand elle a des temps creux, chose relativement rare, elle rêve en errant dans son jardin, touchant, humant, écoutant, dégustant, regardant. Parvenue à la fin de sa rêverie, elle s'assoit devant son ordinateur et ses doigts semblent voler sur le clavier où les touches tintinabulent harmonieusement. De tout cela surgissent de grosses histoires pour les enfants. Attendez, j'ai chopé ma ligne. Papa, lui, bien évidemment, rapporte non plus le pain quotidien, mais son stock d'euros afin de gagner le pain quotidien. Car finalement, il organise, entretient, surveille, encourage, stimule, se plaint, se réjouit. En somme, il essaye lui aussi d'être à la hauteur des événements. Il était Noël. Il est plus de 17 heures en cette veillée de Noël et la nuit ne va plus tarder à s'installer. Pam et Pomme viennent tout juste d'allumer le grand sapin qui trône dans le salon. Chaque année, il trouve sa place et oblige toute la famille à déménager la pièce afin que Monsieur le Sapin puisse être admiré sous tous les angles. Cette année, chacun s'accorde à dire qu'il est le plus beau que l'an passé. Maman opère les dernières touches de décoration. Une petite étoile à cette fenêtre, encore une branche de houx par-ci, une terrine parfumée de jacinthe par-là, pour ne pas oublier que dès que Noël, la nature revit et que le printemps n'est pas si loin. Oh bûcher. Tout le monde est bien occupé à quelques heures de l'arrivée du Père Noël. Tout paraît calme, reposé. Entendez-vous le vent se soulever ? Oui, le vent se soulève, mais personne ne semble s'en apercevoir. Il est vrai que les chants de Noël inondent le salon illuminé. Pam et Pomme chantent en chœur Vive le vent et joyeux. Le mélomane les accompagne en rythme. Cortex s'est endormi, gavé de produits de ses rapines. Maman, un peu lasse, après s'être agitée dans toutes les pièces en montant, descendant les escaliers, fait une pause sur le tapis devant la cheminée. Détendue, elle écoute ses filles. Sylvain livre un dur combat avec Lola,
qui ne cesse de le harceler en réclamant les petits bouts qui tombent de ses doigts. Papa, toujours affairé, est en pleine activité d'indesque. Chacun court à une fenêtre et les volets ne sont pas encore fermés. Venez vite, la neige, vite, venez voir. Et au miracle, il découvre, sur fond de la nuit, une myriade de flocons. Ils sont énormes et déjà le jardin est recouvert d'un immense tapis blanc. Toute la famille est ravie. Il est maintenant 21h. Pam et Pomme commencent à bâiller. Lola dit qu'elle est en pleine forme. Sylvain pense qu'il va peut-être falloir installer les chaussures sous le sapin. Étiennette, d'un air de conspiratrice, dit qu'il y a d'abord une petite formalité à accomplir avant et regarde ses frères et sœurs d'un air entendu. Papa et maman ont compris et très disciplinés vont s'installer dans le grand fauteuil où ils se tiennent tous les deux bien serrés comme deux amoureux. Attendris pendant un instant, les enfants regardent leurs parents, puis vite se lancent dans les rapides préparatifs. Pour finir, les 5 enfants chantent la traditionnelle version de Petit Papa Noël. Il est un peu plus de 22h et toute la famille décide qu'il est temps de céder place au Père Noël. Tout le monde se lève et c'est le moment où toutes les lumières s'éteignent. Oh, s'éclament-ils tous en chœur. Et dehors, le vent souffle et la neige tombe. C'est la grande nuit. Heureusement, papa n'a pas éteint l'ensemble des bougies dispersées dans la grande pièce et le feu diffuse une douce lueur. Après la surprise, c'est la joie de se retrouver dans les ambiances d'autrefois en plein hiver, mais bien au chaud, près de la cheminée. Je crois bien qu'on va être un peu bloqué par la neige. Sans chasse-neige, on ne peut pas sortir en voiture. Et puis, toutes les maisons sont elles aussi dans le noir. Les réverbères ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'électricité. C'est le froid et la neige. Maman appelle les voisins pour savoir comment ils s'organisent. Eux, les bitchous, vont dormir au pied du sapin devant leur cheminée, puisque sans courant, le chauffage ne fonctionne plus. Les 2 maisons sont vides, car ils sont partis fêter Noël dans leur famille avec leurs petits-enfants. Il ne reste plus que mademoiselle Hermine, qui est seule, comme chaque année, depuis la mort de sa jumelle. Ah oui, la tisane. Thé gris. Le vent continue de souffler et il neige toujours. Mademoiselle Hermine entre toute intimidée dans le salon. Des tas de pères Dieu la fixent d'un air étonné. « Bonsoir les enfants. Désolée de vous déranger, dit-elle d'une voix bien assurée. Les enfants s'adaptent vite et considèrent rapidement comme normale l'arrivée de cette vieille dame. On lui demande si elle a dîné, si elle n'a pas froid, si elle aime le chocolat et si elle a commandé beaucoup de cadeaux de Noël. Naturellement, elle leur répond à chacun avec un beau sourire qui d'un seul coup la rajeunit comme par magie. Non, elle n'a presque pas dîné car toute seule elle n'a pas d'appétit. Non, elle n'a plus froid depuis son arrivée dans cette maison chaleureuse. Oui, elle aime le chocolat, mais seulement celui qu'on lui offre avec sincérité. Non, elle n'a pas commandé à Noël, mais elle a reçu ce matin un cadeau, un adorable chaton. Tout le monde avait oublié son arrivée et tous se penchent sur la petite boule grise qui relève la tête en poussant un petit miaulement à peine perceptible. C'est à ce moment-là que Cortex bondit sur les genoux de la voisine, emportant devant toute la famille, stupéfaite, Cosette, la petite chatte.
C'est normal, les animaux savent toujours ce qu'il faut faire. Votre chatte a compris ce dont le chaton avait besoin, d'une maman, tout simplement. Il y a une fonction pour ne plus lire les gens qui te cassent les Utilise-la à tes chagrins. Ils s'en porteront mieux. Tu perturbes mes chakras. Ah, Carpaccio. Ah, punaise. Tard dans la nuit, papa a raccompagné leur voisine, qui est maintenant une nouvelle amie. Ils ont décidé que le petit chemin qui coupait à travers les jardins deviendrait leur chemin secret. Ainsi, les enfants pourront rejoindre la vieille dame sans avoir à utiliser la route. Papa va aussi installer un petit portillon. Rentrée chez elle, mademoiselle Hermine admire l'énorme bonhomme de neige, le bizarre igloo, et aperçoit aussi la luge laissée en plein milieu de l'allée. Elle sourit de son sourire si mystérieux qui la rend encore si jeune. Et le Père Noël, comment a-t-il réussi l'exploit d'assurer sa journée dans une maison si encombrée? Comment tous se sont-ils endormis comme par magie? Mademoiselle Hermine sourit encore, comme satisfaite d'un bon tour qu'elle avait joué. Mais après tout, c'est Noël, foi à ceux qui y croient. En fait, encore une fois, c'est une histoire qui nous fait comprendre que quand il arrive quelque chose, c'est bien d'être proche de personnes, même si on ne les connaît pas, et de leur apporter la chaleur d'un foyer quand elles sont isolées. On revient sur l'amour et sur le partage.